suis là pour vous présenter qui? Mozart. Mozart. C'était qui Mozart? L'artiste. Un artiste? Oui, et encore? Un compositeur. Oui, un compositeur. C'est quoi un compositeur? C'est quelqu'un qui crée des musiques et des opéras souvent. Exactement, un compositeur c'est celui qui écrit la musique. Mais comme le peintre est un artiste, le musicien aussi, le compositeur aussi, c'est comme un auteur qui écrit des bouquins. Lui, il n'écrit pas un bouquin, il écrit des notes de musique. Ça forme des jolies choses. Mozart, est-ce que vous savez à peu près quand est-ce qu'il est né? Je parle aux enfants. Les autres, ça compte pas. À peu près. Vers 1700. Quelque chose. Oui, exactement. Mozart, il est le dernier enfant de Madame Anna Maria Mozart et de Léopold Mozart, son papa. Le septième, et en fait, il n'y en a eu que deux qui sont restés vivants. Il faut savoir qu'à l'époque, tous les enfants grandissaient pas. Et on n'avait pas tous les médicaments et tout ce qu'on a maintenant. On n'était pas aussi bien nourris, etc. Et du coup, il leur reste deux enfants qui sont restés en vie. Mozart, Wolfgang Amadeus, que vous connaissez presque tous. Tout à l'heure, vous pourrez dire, ça y est, je connais. Et sa grande sœur, qui a 4 ou 5 ans de plus, ça dépend des bouquins, 4 ou 5 ans de plus que lui, sa sœur aînée, qui s'appelle Nannerl. Léopold, il est tombé dans une bonne famille quand même, Mozart. Son papa était violoniste et compositeur. Il en a de la chance. Et quand son deuxième enfant vivant est né, il a dit « Mes enfants seront musiciens ». Donc il a pris cette décision le 27 janvier 1756, quand Mozart est né en Autriche. Léopold, le papa, a écrit aussi des jolies pièces de musique. Celle-ci, elle est exprès pour les enfants, elle s'appelle la Symphonie des Jours. Donc, il a décidé que ses enfants seraient musiciens. Donc, il prend toute leur éducation en charge. C'est-à-dire qu'il a dit, ils seront musiciens, c'est moi qui leur apprends la musique. Nannerl apprenait un instrument qui s'appelle le... Qu'est-ce qu'on a dit ça? Ah, ça ressemble. Le clavecin. Le clavecin. Ça ressemble au piano, exactement. En fait, c'est l'ancêtre du piano. Au piano, il y a des cordes qui sont frappées par un marteau. Ça n'existait pas encore. Presque. Au clavecin, on a bien des cordes, mais qui sont pincées. C'est comme si je prenais une guitare et que je pinçais les cordes de cette façon-là. C'est exactement ce qui se passe dans un clavecin. On actionne une touche et ça pince une corde. D'accord? Donc Nannerl, qui a donc 4 ou 5 ans de plus que son frère, prend des cours de musique depuis toute petite. Et Mozart va suivre tous les cours de sa sœur à partir de l'âge de 3 ans. Imaginez que vous allez au bureau de maman toute la journée. C'est pareil. Rentrez. Là, on a Mozart, qui a à peu près entre 5 et 7 ans. Là aussi, on n'est pas tous d'accord sur ça dépend des bouquins. Là, c'est la photo, le portrait le plus jeune que j'ai trouvé. On n'en trouve pas plus jeune. À peu près 5-6 ans, et là, 6-7 ans. Déjà, à cette époque-là, ça fait 3 ans qu'il suit ses cours de musique. Mais en fait, Léopold,
qui a écrit sa symphonie des jouets que vous avez entendue. Il a écrit cette symphonie des jouets un peu pour son fils. Pourquoi? Parce que Mozart, petit ou très grand à 35 ans, aimait jouer. Son passe-temps favori, c'était de jouer. Mais pas jouer de la musique, jouer tout court. Tout était jeu et jeu en musique. Quand il se déplaçait dans la maison ou l'appartement familial, il fallait que sa sœur, Nannerl, se mette au clavecin pour pouvoir l'accompagner en marchant. Ou que son papa se mette au violon pour l'accompagner pendant les parties de cache-cache, par exemple. On va essayer de voir une petite idée de ce que ça donne, ce genre de jeu. Alors les enfants, vous vous mettez debout. Vous allez venir un peu au milieu. C'est quoi? Est-ce qu'il y en a qui savent? Oui, ah oui, on sait. Alors, notre jeu, facile, quand je joue, on marche ou on se déplace à la même vitesse que moi. Ça va? Vous avez tous compris? Vous avez le droit d'aller sur les côtés, vous avez le droit de monter les marches si vous êtes à la même vitesse que moi. Et quand je m'arrête, on s'arrête. Ça marche? C'est parti! Tu as raison, qu'est-ce que c'était la consigne? De suivre. De suivre. La vitesse de la musique, c'est même plus que la rythme. On essaye pour voir si ça marche, si vous avez les bonnes oreilles. Ça pouvait être aussi des parties de cache-cache. C'est-à-dire que tant qu'il y a la musique, on part se cacher. Quand je m'arrête, vous êtes caché. Attention, c'est parti. Je vais reprendre. Et quand j'ai fini de jouer, vous êtes assis à votre place. Ça jouait comme ça tout le temps dans la maison. Vous imaginez papa au piano, maman au violon et hop, dès qu'on joue au Playmobil, donc maman tu fais la musique du film maintenant. Ça pouvait être comme ça. Non, c'est pas déjà fini. On va le faire grandir un peu notre Mozart. Donc voici Mozart et sa sœur, Nannerl. Et ça, c'est Nannerl à environ 12 ans. Ça faisait déjà presque une dame à l'époque. Alors, Mozart aimait les jeux, et avant de jouer avec son papa et avec sa sœur, il faisait aussi le jeu des notes qui s'aiment, ou qui s'aiment pas. Par exemple, il savait ni lire ni écrire, mais il allait jouer sur le clavecin de sa sœur, en cachette, et il faisait les notes qui s'aiment. Par exemple, est-ce qu'elle s'aime celle-là de note? Non, hein, t'es d'accord, hein, c'est pas terrible. Ou celle-là. Est-ce que celle-ci, elle s'aime, par exemple? Oui. Oui. Celle-ci. Oui. Celle-là. Et bien, il s'est amusé tout petit
mais qui s'aiment pas. Oh bah tiens, celles-ci elles vont bien ensemble. Elles s'aiment bien. Oh ben tiens, je crois que celle-ci aussi elle s'aime bien. Je crois que celle-là elle s'aime pas. Et c'est comme ça qu'il a appris à composer, tout seul, sans savoir comment s'appelaient les notes, parce qu'il était trop petit pour les connaître. Donc il a appris, il s'est amusé à faire des notes qui s'aiment et des notes qui s'aiment pas. Mozart, le père, donc Léopold, a pris en charge l'éducation musicale de ses enfants, mais pas uniquement. Mozart n'est jamais allé à l'école. Il y en a qui vont dire « Waouh, la chance !» Oui, presque. Sauf qu'il a appris le latin, l'italien, le français un petit peu aussi. Il a appris les mathématiques, la grammaire, tout ce que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Il l'a appris avec son papa. La seule chose qu'au départ, il n'a pas appris, c'est à composer. En fait, il s'amusait sur le clavier et c'est son papa qui prenait une partition pour noter toutes les petites notes de musique que Mozart écrivait puisqu'il ne savait pas encore lire ni écrire. En fait, si on fait une comparaison avec aujourd'hui, chez Léopold et Anna Maria Mozart, c'était la Star Academy. Un peu. C'était ça. Sauf qu'il y avait des épreuves, mais on verra après, les épreuves, c'était moins drôle que la Star Academy. Ah, donc, Monsieur Mozart, en 1762, petit Mozart, n'a que 6 ans à l'époque. Léopold décide alors, pour sa famille entière, de partir en tournée, parce que c'était quand même un enfant assez magique, qui savait faire n'importe quoi sur un clavier sans savoir lire une seule note. Donc ils partent en tournée, toute la famille, en Europe. En Italie, à Londres, à Paris. Ils partent en tournée tous les 3. Pendant ce temps-là, petit Mozart continue à inventer ses petites mélodies, et ça peut donner ça quand on a 6 ans. va attraper toutes les maladies possibles et inimaginables. Ça ne l'a pas empêché de jouer du piano. Il jouait les yeux bandés, il jouait avec un chiffon sur le clavier. On lui demandait d'improviser. Ça veut dire quoi, improviser? Ça veut dire faire taper au pif sur le clavier. Pas tout à fait au pif. Oui, mais sans avoir fait la partition avant. Oui, exactement, sans avoir fait de partition avant. On lui demandait d'inventer une chanson sur, je sais pas, le ciel bleu et les jolis nuages blancs, et hop, il se mettait au clavecin et il improvisait sur ce qu'on lui avait dit dans le public, le soleil et les petits nuages blancs. Incroyable, c'est un succès. Ils reviennent de tournée 6 mois plus tard et ils repartent en tournée pendant 3 ans. 3 ans où petit Mozart et sa sœur ne vont pas remettre les valises à la maison. Ils vont partir en tournée pendant 3 ans. 3 ans et ils vont faire tous les petits points noirs qui sont sur la carte. Ils vont partir en France, à Lyon, Paris, Lille, au Royaume-Uni, à Londres, en Belgique, à Bruxelles, etc. Ils vont faire toute l'Europe. Ça va leur prendre 3 ans, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de jet privé, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture. On y va en carrosse, avec des chevaux. Donc il faut s'arrêter, ça prend beaucoup de temps. On n'imagine même pas les lessives en rentrant à la maison. Enfin, voilà, ça fait beaucoup de trajets. Et pendant 3 ans,
toute la famille est du voyage, même la maman, qui n'est pas musicienne, tout le monde suit. C'est aussi à cette époque-là. T'as une question? Et pourquoi ils ont décidé de voyager? Parce que c'était un succès. À chaque fois qu'ils faisaient un concert, ça leur rapportait de l'argent. En plus, il était aimé par tout le monde. Il était très jeune. Imaginez vous ou une de vous deux là, qui se mettent au piano et qui fassent une magnifique improvisation. Et là, maman, elle prend sa voiture et elle fait tous les pays du monde, les avions et tout, pour aller avec sa fille, parce que c'est extraordinaire. Ça se montre un talent comme ça. D'accord? Quel âge il avait quand même? Il avait 6 ans, jusqu'en 66. De 62 à 66, ils ont fait que des tournées familiales. Avec Nannerl qui chantait, parce que Nannerl faisait du clavecin, elle chantait, elle jouait du violon. Et Mozart jouait de l'orgue, du clavecin et du violon aussi. Forcément, avec un papa violoniste, ça aide. T'as une question? Moi, chez moi, maman, elle m'a appris à faire du piano. Et ben voilà, peut-être qu'on a une future Mozart. Ma soeur, elle fait du violon. Et ben Enfin, des petits futurs. Et toi? De la sucette enchantée. Ça marche aussi. Donc, Mozart, à cette époque-là, écrit un petit truc comme ça. Est-ce que vous connaissez ça? Oui. C'est l'alphabet. Ah oui, alors il y a plein de formules. Il y a l'alphabet, il y en a d'autres. À vous dirais-je maman. C'est petit brille, petite étoile. Il y en a d'autres, il y a quand trois poules, vent aux champs. Tout ça, c'est la même mélodie, mais la vraie mélodie de départ, elle s'appelle À vous dirais-je maman. Est-ce que vous la connaissez, cette chanson? Oui. Ah, ben alors on va la chanter si tu la connais. Il y en a d'autres qui la connaissent parce qu'on peut faire un solo quand même. Il y en a d'autres qui la connaissent, À vous dirais-je maman? On y va? Ceux qui veulent. Même les parents ont le droit. Les grands-parents, enfin tout le monde a le droit. À vous dirais-je maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi je dis que les bonbons valent mieux que la raison. J'ai rien entendu, il n'y a que moi qui ai chanté toute seule. Je suis sûre que les parents ils la connaissent en plus celle-là. Parce que c'est une version plutôt de ma génération que de la vôtre. Et en fait, je ne vous dis pas toute la vérité parce qu'elle s'appelle bien À vous dirais-je maman. Il a bien écrit une pièce qui s'appelle À vous dirais-je maman, mais ce n'est pas tout à fait les vraies paroles. Les vraies paroles, ça raconte une histoire d'amour entre une jeune fille et un jeune garçon. Et c'est la jeune fille qui est en train de raconter à sa mère qu'elle y est pour rien, c'est pas de sa faute. Voilà, la vraie histoire. À vous dirais-je maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi je dis que les bonbons valent mieux que la raison. Bien, il ne s'est pas arrêté là, Mozart. Je pense que Mozart, il en avait jusque-là d'être en tournée, en voyage. Et du coup, il a écrit des choses avec ça. On va écouter la vraie version, parce que c'est là, la vraie version sans chanter, que pour le piano.
variation. Qu'est-ce que ça peut bien être que ça? Ça veut dire que en fait il a un peu changé, mais un tout petit peu c'était basé sur ça et qu'après on l'a modifié. Exactement. C'est comme un peintre qui peint un tableau par exemple d'un joli arbre en été et qui va faire le même arbre mais en automne. Et puis le même arbre mais en hiver, le même arbre au printemps. C'est exactement ça les variations. Donc ça, son thème il fait ça. Et puis, il y en a eu assez, alors il avait envie de raconter autre chose que ça. Là, il était comment dans son humeur, par exemple? Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est joyeux? Oui, c'est plutôt joyeux. C'est plutôt joyeux, si je le fais comme ça. En colère, oui. Et celui-là. Oui, là il était triste. Ça veut dire qu'à partir d'une seule petite mélodie, il en a fait ce qu'il voulait. Quand il avait envie de dire des gros mots à une personne, il suffisait qu'il le dise avec son piano. Quand il avait envie de dire qu'il était content, il le disait avec son piano. Quand il avait envie de dire qu'il était triste, il le disait aussi avec son piano. Vous vous souvenez de la mélodie? Il en a fait ça. Exactement. Un autre personnage? On est dans un dessin animé, pareil. Il s'ennuie, pourquoi pas? Il marche. Il est triste. Il est en train de faire du vélo là? C'est ça que tu m'as dit? Oui, c'est ça. Il est en montée et il est sur le grand plateau. Donc leur voyage va durer 3 ans. 3 ans, c'est long pour un petit garçon. Et quand il va rentrer à la maison, il va se faire emprisonner. Emprisonné par un archevêque. Emprisonné, c'est un gros mot. Il va se faire enfermer pendant 1 semaine. On va lui dire, voilà, t'as pas d'instrument, t'as 1 semaine pour écrire une partition religieuse. Il n'avait pas le choix. C'est quoi une partition religieuse? C'est une partition qui va servir à quoi? Ah oui, peut-être. Peut-être pas du piano. Il va peut-être pas écrire pour du piano. Sur quoi? Alors, oui. Pour les messes. Par exemple, pour les messes, pour l'église, en fait. Il va écrire pour l'église.
Ça aurait pu dégoûter n'importe quel petit garçon de 11 ans, maintenant. Ça aurait pu dégoûter de la musique et de l'écriture à tout jamais. Au contraire, Mozart, il était fier, chouette. On m'a donné un défi à faire. C'est comme si on vous disait, allez, t'as un défi, ce soir, non, pendant une semaine, c'est toi qui mets la table et c'est toi qui débarrasse. Mais lui, il était content. Quel honneur! Je vais pouvoir écrire pour un archevêque et il va être payé pour ça. Mais attention, à cette époque-là, quand on était au service de quelqu'un, on était donc considéré comme un domestique. C'est quoi un domestique? Oui. C'est pas vraiment comme un esclave, c'est quelqu'un qui... Oui, pas loin, mais c'est pas le même. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui était un peu, on lui demandait un peu tout. On s'occupait pas de savoir s'il était bien, s'il était en pleine forme, et c'était comme ça, tu devais le faire, sinon dehors. Donc il rentre à peine de tourner et il est de nouveau enfermé à travailler et travailler. En fait, Mozart, il a une maladie. C'est que quand il commence à composer, il ne peut plus s'arrêter, comme nous les bonbons par exemple. Quand on commence les bonbons, ben, on a du mal à s'arrêter. Et bien Mozart, c'est pareil, quand il écrivait de la musique. Il commençait, il n'était jamais satisfait. Quand il avait fini d'écrire une partition de musique, il fallait qu'il en écrive d'autres. Comme si c'était un cuisinier qui essayait de trouver le plat parfait. Il en faisait des sublimes, des merveilleux, des incroyables, mais ça lui suffisait toujours pas, il fallait toujours en créer des nouveaux. Ben Mozart, c'était pareil avec la musique. Il l'a écrit à son papa, il a écrit « Je n'arrive pas à m'arrêter ». C'est comme une force plus forte que moi qui fait que j'arrête pas d'écrire et que j'écris, à en oublier de manger, en oublier de dormir, en oubliant tout. Il n'y avait que la musique qui comptait. Jusqu'au jour où il est petit, hein, il a à peine 12 ans. Un jour, c'est l'empereur d'Autriche, oui, qui lui dit « Voilà, il me faut un opéra ». C'est quoi un opéra? Bah, c'est ce qu'on joue dans les opéras, c'est de la musique classique, généralement. Il n'y a pas de chanson. Et c'est de la musique où on peut danser dessus? Alors, on peut danser dessus, oui. Alors ça serait plutôt un ballet, mais il peut y avoir des danseurs aussi dans un opéra. Les autres, vous savez ce que c'est qu'un opéra? Oui. L'opéra, c'est quelqu'un qui chante avec plein d'instruments. Ah, on va faire un petit mélange de tout ça, c'est pas mal. Il y a un orchestre, généralement, des danseurs peut-être, des chanteurs, et ils sont dans un opéra, un théâtre, et ils font donc une pièce de théâtre chantée. C'est ça un opéra, une pièce de théâtre chantée. Il y a des costumes, il y a une histoire, parce que si pas d'histoire, il n'y a pas d'opéra. Il raconte une histoire, mais au lieu de le raconter avec des mots, enfin, s'il y a des mots aussi, au lieu de le raconter en parlant, il le raconte en chantant. Exactement. Donc il écrit un de ses premiers opéras, qui est un opéra bouffe. C'est pas un opéra où on mange, c'est un opéra drôle. Un opéra bouffe, c'est un opéra drôle. Quelque chose qui est fait pour rire. Mais en général, le sujet n'est pas très sérieux. D'accord? Alors que l'opéra comique, ceux qui connaissent un peu la musique, qui vont dire il y a des opéras comiques, ils ne sont jamais comiques. Ils traitent en général d'un sujet assez lourd, grave, un peu de manière facile à digérer, mais c'est comme si on vous faisait manger des épinards, mais dedans, mais plein de crème et plein de gruyère, et comme ça se mange beaucoup plus facilement. D'accord? On va écouter un de ses premiers opéras, c'est le deuxième. Il s'appelle Bastien Bastienne. C'est une histoire d'un petit berger, d'une petite bergère qui sont amoureux, mais c'est des enfants. Oui. Il écrivait la musique, mais aussi la... Non. L'histoire en général, c'est un auteur, mais ça souvent on les oublie. Dans les opéras en général, allez, 90% des opéras, il y a un librettiste, il y a un auteur qui écrit le livret qui va avec.
tu veux, bel enfant, savoir ce que sera ton destin, ce que sera ta vie. Je n'ai pour le prédire qu'à lire dans tes yeux si tristes. Je n'ai pour le prédire qu'à lire dans tes yeux si tristes. Oui, dans tes yeux si tristes. Je vais couper la chic. Mais c'est du Mozart. Alors c'est un opéra qui a été traduit en français, parce qu'en général il est chanté par des enfants. Mais c'est un des premiers opéras, il faut savoir qu'il a écrit tout ça, il avait 12 ans. Je suis bien sûre qu'il y en a qui ont une dizaine d'années là. Non? Ouais. Vous imaginez écrire un opéra à 12 ans? C'est possible, hein, après. Donc ça lui donne quand même ça, ces petits opéras, ces petites commandes, ça lui donne un peu de fraîcheur parce qu'il est tout le temps au service de son archevêque, toujours. Et il va rester longtemps au service de son archevêque. Et ça va pas toujours très bien se passer. Avec ces opéras, du coup, Mozart part en tournée. Encore, oui. En fait, Mozart, il a passé beaucoup de temps en tournée. La tournée, c'est quand il part en voyage. Il a voyagé exactement 3720 jours. Si on compte, ça fait 10 ans, 2 mois et 8 jours. Il a passé presque un tiers de sa vie à voyager, sans jamais mettre les pieds chez lui. Il vieillit, Mozart. Il a 14 ans, entre 14 et 16 ans. Et l'enfant miraculeux qui fait des merveilles au piano, qui est un génie, ben, c'est moins bien maintenant. Ça passe moins bien, puisqu'il est grand, il a presque la taille d'un adulte, et donc maintenant l'enfant prodige, ça tient plus. On n'en parle plus. Il est toujours, et encore, au service de son archevêque, et ça se passe pas très bien. Il en a assez d'être à la table des domestiques. Alors il part seul avec sa mère dans une nouvelle tournée. Et là, incroyable, Mozart tombe amoureux. Ça arrive. Il tombe amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Aloysia. Son père a dit « Non mais ça va pas, t'es trop jeune. Non, le mariage, c'est pas possible. » Donc Mozart, déçu, triste, enfin tout ce que vous voulez, part de nouveau en tournée avec sa mère, laissant Aloysia chez ses parents, et quand il va revenir de tournée, eh ben, Aloysia, elle se sera mariée, mais pas avec lui. C'est son premier chagrin. Mozart part en tournée et il passe par Paris. Parce que la première fois qu'il y était allé à Paris, il avait adoré. Le public avait été généreux, il était tombé amoureux de Paris. Cette fois-ci, c'est une toute autre histoire. Il va arriver à Paris et il va rien se passer de bien pour lui. Il va même écrire que les Français sont incurablement frivoles, ils écoutent, applaudissent, s'épatent et puis plus rien. C'est-à-dire que tout le monde lui dit que c'est un génie, mais personne ne lui commande de partition. Il faut savoir que pour vivre, eh bien, il fallait qu'il écrive de la musique. Il les vendait, ces partitions.
Et ça lui rapportait de l'argent, et avec ça, il pouvait vivre. Parce qu'avec l'argent de l'archevêque, il n'arrivait pas à manger tous les mois. Donc, à Paris, ça se passe mal. En plus, pendant sa tournée à Paris, il va perdre sa maman, qui va mourir d'une maladie bête, comme nous maintenant on la soignerait avec des antibiotiques, mais à cette époque-là, les antibiotiques, c'était pas encore ça. Donc il revient de Paris complètement meurtri, complètement plein de chagrin. Alors après, il a perdu la Louisiane, ça marche pas bien à Paris, et en plus, sa maman vient de mourir. Vous imaginez dans quel état il rentre chez lui. En plus, il supporte plus l'archevêque. Il se déteste. Du coup, il démissionne. Ça veut dire qu'il s'en va. Mais quand on s'en va, eh ben on n'a plus de salaire. Il s'est retrouvé tout seul. Il voulait pas retourner chez son père. Donc il est allé vivre dans une famille à Vienne, toujours en Autriche. La famille Weber. La famille Weber, c'est la famille d'Aloysia. Bon, Aloysia n'était pas là, elle était mariée. C'est pas grave, il a une sœur qui s'appelle Constance. Il va tomber amoureux de Constance. Et il va l'épouser. Il l'épouse le 4 août 1789. Voici Constance. Elle chante pas trop mal, il a dit, hein, elle chante pas trop mal, elle est pas trop laide, et elle est gentille. C'est ce qu'il a écrit. Hein. C'est très flatteur. Il va revivre un petit peu. Il faut savoir qu'à partir du moment où il a abandonné son poste avec l'archevêque, ça a été très difficile pour Mozart. Vraiment, d'écrire la musique, ça a été un calvaire jusqu'à la fin de sa vie. Il a quand même écrit un opéra qui s'appelle L'Enlèvement au sérail, et ça va être le début pour lui d'un renouveau, d'une renaissance. Il va se dire que finalement, il n'est pas bon à jeter à la poubelle. Ah, si ça veut bien marcher. Avec l'enlèvement au sérail dont vous venez de voir la dernière pièce, son amour avec Constance vont relancer l'envie d'écrire. En plus, il va avoir des commandes d'opéra de plus en plus fréquemment. Là, il va tomber amoureux d'une musique. Il va tomber amoureux de la musique de Joseph Haydn, un autre compositeur. Et il va lui dédier des œuvres. 5 heures. 6 ou 5, bref. Il va lui dédier des quatuors. C'est quoi les quatuors? Oui. Là où il y a 4 instruments. C'est ça, où il y a 4 instruments. Là, c'est des quatuors à cordes, donc c'est la famille de l'instrument que vous avez là qui s'appelle un violoncelle. Il y a les 4 de la même famille. Il y a 2 violons, il y a un alto et il y a un violoncelle. D'accord? Donc il va écrire des quatuors pour Joseph Haydn. C'est comme vous quand vous avez des livres et que vous allez les faire dédicacer. C'est comme si le livre il avait été écrit rien que pour vous. Quand l'auteur il écrit un petit mot sur le livre. Après les œuvres pour Joseph Haydn, Joseph II d'Autriche
Figaro. C'est un succès, un triomphe. Il est content, il va pouvoir enfin revivre. Eh bien non. L'année d'après, Joseph II d'Autriche, qui lui a commandé cet opéra, va mourir. Donc les théâtres vont être fermés pour le deuil. Et son papa va mourir aussi. C'est comme s'il portait la poisse, Mozart. Il n'y a rien qui lui sourit. Mozart déprime. Il n'est pas avec Constance à ce moment-là, il est dans une petite maisonnette derrière le théâtre à Salzbourg et Constance, elle vit à Vienne. Elle est enceinte de son 6e enfant. Alors c'est pareil que les Léopold et sa femme qui ont eu 7 enfants, ils en ont eu 6 et il n'y en a que 2 qui sont restés vivants. Il déprime, il est mélancolique et il écrit « Si des gens pouvaient voir dans mon cœur, j'aurais presque honte. Tout est si froid, froid comme de la glace. » Finalement, il va chercher sa femme à Vienne pour l'emmener loin de Vienne et de sa pollution, on va dire, pour l'amener respirer de l'air un peu plus frais. Leur enfant naît et il va rester en vie. Leurs 2 enfants, c'est Frank Xaver et Karl Thomas, qui ne seront pas musiciens et qui n'auront pas de descendants. Donc la lignée des Mozart, elle s'arrête avec les enfants de Wolfgang Amadeus Mozart. Au printemps 1791, après la naissance du dernier enfant, il se met au travail pour écrire un opéra qui sera un triomphe un peu tard dans sa vie. Je suis sûre que vous le connaissez. Sosie, c'est moi qui ai fait ça. Je l'ai fait partir et j'en suis fière. Quitte la maison immédiatement. Et je prends Constance et emmène l'enfant, je te paye tout. Va dans une ville beau et refais-toi une santé. Et j'ai Mozart. reçu un choc épouvantable en voyant Constance. Je n'en revenais pas, ma fille, la pauvre, dans cet état. Vous êtes un monstre. Personne n'existe sauf vous, n'est-ce pas? Vous et votre musique. Oh, je l'avais prévenu. Épouse un homme, un vrai n'épouse pas un enfant. Si tu te maries avec lui, tu n'auras pas un pauvre pissé. Espèce de sale égoïste. Un égoïste, voilà ce que vous êtes. Un égoïste, voilà tout. Vous m'entendez? En même temps, si c'est sa belle-mère qui lui a inspiré ça, c'est pas mal, hein. Il va bientôt mourir.
reçoit une étrange commande. Un visiteur inconnu lui demande d'écrire une messe pour les morts. Ça s'appelle un requiem. Mozart, pour lui, c'est comme si c'était un signe. Il va bientôt mourir. Il y a des théories qui disent qu'il a été empoisonné, d'autres qu'il avait une maladie quelconque, incurable, et pour d'autres, il était épuisé. Il va tenter d'écrire ce requiem et il va jamais le terminer. On dit que c'est ses élèves qui l'ont fini, ou ses ennemis, mais c'est pas lui qui le terminera, parce qu'au mois de décembre 1791, il meurt. Quel âge il a? 35 ans, presque 36. Est-ce qu'il y a des questions? C'est qui a fini la... Alors on dit que c'est ses élèves, ou on dit que c'est ses ennemis, compositeurs.